Alors, ce que je voudrais faire, c'est, pour introduire mon propos, c'est évoquer un débat que j'ai eu, très amical, avec Lucien Sève, à propos d'Einstein et de ses rapports à ce que Einstein appelle l'épistémologie. Je voulais donc évoquer ce débat à propos d'Einstein, et un débat que j'ai eu avec Lucien Sève, qui avait trouvé dans une des affirmations d'Einstein un certain conventionnalisme. Alors, pour commencer, donc, je vais citer un texte qui est archi connu, qui est une sorte de manifeste d'Einstein à propos de ses rapports à la philosophie. C'est un texte qu'il avait publié dans le livre qui est sorti comme les réponses aux critiques dont il avait été l'objet à la fin des années 40. Alors voici ce que dit Einstein: le rapport réciproque de l'épistémologie et de la science est d'une nature assez remarquable. Elles dépendent l'une de l'autre. L'épistémologie est en l'absence de contact avec la science, devient un schème vide. La science sans épistémologie, et pour autant qu'elle soit alors seulement possible, pensable, est primitive et embrouillée. Alors, il dit ensuite, c'est que dès que l'épistémologue qui recherche un système clair s'est frayé un chemin vers un tel système, c'est là qu'il est tenté d'interpréter le contenu de la pensée de la science dans le sens de son système et de rejeter tout ce qui n'y entre pas. Mais le scientifique, quant à lui, ne peut pas se permettre de pousser aussi loin son effort en direction d'une systématique épistémologique. Il accepte avec reconnaissance l'analyse conceptuelle de l'épistémologie, mais les conditions externes qui interviennent pour lui au travers des faits d'expérience ne lui permettent pas de se laisser trop restreindre dans la construction de son monde conceptuel par l'adhésion à un système épistémologique quel qu'il soit. Alors là, il y a toute une série de choses dans lesquelles il dit le scientifique apparaît comme... il doit donc apparaître à l'épistémologue systématique comme une espèce d'opportuniste sans scrupules. Il apparaît comme un réaliste dans la mesure où il cherche à décrire un monde indépendant des actes de la perception, comme un idéaliste dès lors qu'il considère les concepts comme des libres inventions de l'esprit humain. Elles ne peuvent être déduites logiquement de données empiriques. Comme un positiviste s'il considère que ces concepts et ces théories ne sont justifiés que dans la mesure où ils fournissent une représentation logique des relations entre les expériences des sens. Il peut même apparaître comme un platonicien ou un pythagoricien s'il considère que le point de vue de la simplicité logique est un outil indispensable et effectif de sa recherche. Donc, vous voyez, on voit dans ce texte qu'il reconnaît le rôle irremplaçable d'une relation étroite entre la science et la philosophie, mais qu'il revendique de façon très claire le droit pour le scientifique, confronté à ce qu'il appelle les conditions externes qui interviennent au travers des faits d'expérience, de refuser de se soumettre à quelque philosophie que ce soit qui lui serait extérieure ou antérieure. Cette revendication de liberté, on la retrouve dans cette affirmation qui avait quelque peu déconcerté Lucien Sève, qui y avait vu un certain conventionnalisme. Alors voici cette déclaration. Un partisan de la théorie de l'abstraction ou de l'induction pourrait appeler nos couches degrés d'abstraction, parce qu'il a parlé d'une stratégie en couches pour la connaissance scientifique. Mais je ne trouve pas légitime de masquer l'indépendance logique des concepts de l'expérience sensible. Le rapport n'est pas analogue à celui du bouillon à la viande de bœuf, mais plutôt à celui du numéro de vestiaire au par-dessus. Donc ça, vraiment, Lucien Sève s'était montré choqué de la part d'Einstein. Alors, à quoi je me suis permis de lui faire remarquer que dans Émergence, complexité et dialectique, Lucien Sève affirme: les catégories dialectiques ne sont pas inductivement produites par simple distillation de l'expérience sensible, un peu comme le bouillon de viande. Pour reprendre une formule d'Einstein, comme les concepts scientifiques même, elles sont inventées, comme le système de numéros de vestiaire. Mais
Axiome de base d'une gnoséologie matérialiste, cette pensée théorique n'est ni celle d'un être divin hegelien, ni d'un sujet transcendantal kantien étranger en eux-mêmes à l'histoire. Elle s'est formée et transformée à travers les siècles par l'assimilation critique des enseignements que nous a procuré l'ensemble de nos savoirs et nos pratiques, et c'est l'unique raison pour laquelle elle peut inventer des concepts et catégories se trouvant être en accointance avec le réel. Vous voyez, cette pratique historique, bon, peut-être que pour les vestiaires, ça n'a pas pris des siècles, mais enfin quand même, il y a une pratique qui fait que celui qui est chargé de gérer un vestiaire, il a inventé un système qui marche, et il n'acceptera pas qu'on vienne lui reprocher d'être conventionnaliste. C'est ce droit du scientifique à la recherche de la meilleure idonéité que Ferdinand Gonset, un mathématicien philosophe suisse, qui est né en 1890 et mort en 1975, reconnaît à Einstein de manière très explicite dans son introduction au colloque de l'UNESCO qui lui a rendu hommage 10 ans après sa mort, Einstein, en 1965. Voici ce qu'il dit: ce qu'il importe de voir se préciser, c'est l'aspect méthodologique de l'entreprise einsteinienne. Avec une simplicité et un naturel insurpassables, Einstein a assumé ce qui, de plus en plus, nous paraît être essentiel dans la situation du chercheur. Le chercheur doit être conscient à la fois de sa liberté et de sa responsabilité. Il doit revendiquer sa plus entière liberté d'examen et savoir aussi que cette liberté a son écueil, l'affirmation arbitraire. Il doit en même temps s'ouvrir au témoignage des faits, tout en sachant que cette ouverture a également son écueil, l'asservissement aux apparences. Cette liberté et cette obéissance ne sont-elles pas contradictoires? Elles ne sont pas accordées d'avance. Le chercheur en reste l'arbitre. Le principe de son arbitrage demeure la recherche de la meilleure idonéité dont personne mieux que lui ne peut être le juge. Et dans cette citation, on voit apparaître le terme d'idonéité, qui définit le rôle que joue la recherche scientifique au fondement de la philosophie de ce mathématicien philosophe. Une recherche qui opte à la fois pour la liberté d'examen et pour l'ouverture à l'expérience et prend à charge de les accorder en vue de l'idonéité la meilleure, a par là même acquis son autonomie méthodologique et philosophique. Elle est en état de refuser toute philosophie qui ne procéderait pas d'elle, cette philosophie qui lui serait par principe antérieure ou extérieure, disons mieux, en n'hésitant pas à aller jusqu'au bout de l'affirmation. La recherche qui fait sienne cette méthode reprend à son compte l'intention philosophique centrale, celle de connaître dans toute la mesure du possible. Consciemment ou non, la recherche scientifique s'en inspire. Or, pour ce qui concerne la connaissance de la nature, aucune philosophie n'a poussé aussi loin qu'elle. Il se révèle que lorsqu'elle ne s'attarde pas dans le particulier, elle est la réalisatrice la plus fidèle de l'intention philosophique. Tout compte fait, je crois pouvoir me résumer en quelques mots. Chez Albert Einstein, le savant incarne le philosophe de la nature. Philosophe, il l'était profondément, et j'ajouterai aussi naïvement, s'il n'avait pas été aussi lucide. Je pourrais dire aussi qu'en lui, le savant n'est que la forme de réalisation du philosophe libéré par la sincérité et l'authenticité de sa recherche. Vous voyez, ce texte de Gonset date de 1965. Et c'est à mon avis la raison pour laquelle le terme dialectique est soigneusement évité. À mon avis, et je crois que Lucien Sèvres est aussi d'accord avec moi, c'est encore une retombée évidente du désastre du lysenkisme. En réalité, Gonset s'est toujours explicitement réclamé de la dialectique. La revue qu'il a fondée avec Bachelard et Bernays se nomme Dialectica. Elle existe toujours d'ailleurs, mais elle a été littéralement phagocytée
par la philosophie analytique qui se l'est appropriée et en a fait son organe central. Gonset appelle idonéisme sa philosophie, qu'il qualifie de philosophie dialectique ouverte à l'expérience. Et dans le texte ci-dessous, je pense qu'il précise ce qu'il entend par dialectique. La connaissance prend son assise où elle peut. En réalité, elle se passe de certitudes absolues. Elle se contente de certitudes pratiques et limitées. La démarche scientifique réelle n'est pas une marche de certitude en certitude, de réalité en réalité. C'est une marche d'évidence provisoire et sommaire en évidence provisoires et sommaires. D'horizon de réalité en horizon de réalité. Cette façon de faire n'a pas à être répudiée. Ce serait répudier la pratique même de la connaissance. Toute position sommairement juste, tout raisonnement sommairement efficace peuvent servir de point de départ, pourvu qu'ils ne soient pas posés intangibles, pourvu qu'ils soient considérés comme révisables, pourvu qu'ils puissent céder à la pression de l'expérience, pourvu que les progrès de la connaissance puissent venir s'inscrire dans les deux éléments fondamentaux de l'instance provisoirement en vigueur, dans les règles qu'elle instaure, dans la philosophie qui la soutient. D'une discipline qui adopte ce point de vue comme un point de sa méthode, en opposition consciente avec toute philosophie prédicative, je dirais qu'elle est dialectique. Vous voyez donc, pour Gonset, dialectique s'oppose à prédicatif. Cette dénomination n'est pas seulement commode, elle s'expliquera par le rôle que va prendre l'idée de dialectique qu'il développe ensuite. Ailleurs, dans le résumé de sa contribution, intitulé « Remarques sur l'idée de complémentarité », au numéro de la revue Dialectica, qu'il dirigeait, consacré en 1948 à la complémentarité en physique quantique. Il précise encore le caractère dialectique de sa philosophie, qu'il qualifie plutôt d'ailleurs de méthodologie. L'intention est de présenter l'idée de complémentarité de façon à la fois générale, abstraite, et élémentaire, convenant à la fois en physique et dans d'autres domaines. Le progrès se fait par dévoilement d'horizons de réalité successifs, dont 3 sont envisagés ici. L'horizon naturel, Eigenwelt, l'horizon classique, l'horizon quantique. L'idée de complémentarité se présente assez élémentairement dans le raccordement de 2 horizons, dont l'un joue le rôle d'horizon apparent et l'autre d'horizon profond. Le cadre obligé de considération de ce genre est une méthodologie dialectique ouverte. Dans ce cadre, l'idée de la complémentarité onde-corpuscule apparaît comme une spécialisation d'un schéma plus général. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur ce fameux numéro de la revue Dialectica. Du fait de la contribution de 5 des pères fondateurs de la théorie quantique, Einstein, Bohr, Pauli, Heisenberg et De Broglie, tous lauréats du prix Nobel, ce numéro spécial de Dialectica est particulièrement intéressant pour les historiens et philosophes des sciences qui s'intéressent aux fondements de la physique quantique. 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces articles reprenaient les principaux thèmes de la controverse autour des fondements de la physique quantique et surtout ceux de la critique d'Einstein qui s'était exprimée de façon particulièrement nette dans le fameux article EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. 3 des articles des 5 prix Nobel évoquent cette critique. L'éditorial de Pauli, qui était en liaison très étroite avec Gonset, et il avait une certaine complicité entre eux. D'éditorial de Pauli qui avait été chargé par la direction de la revue de coordonner l'édition du numéro spécial, celui de Bohr qui précise sa conception de la complémentarité comme élément central de l'interprétation dite de Copenhague et sur laquelle il s'appuie pour réfuter la critique d'Einstein. Et bien sûr, celui d'Einstein dans lequel il précise et affûte sa critique. L'article d'Einstein a été publié en français sous le titre « La mécanique quantique et la réalité ». Cet article d'Einstein est particulièrement intéressant parce qu'il y expose de manière
très rigoureuse et très claire le fond de sa critique. Il est intéressant d'évoquer l'article de Bohr qui s'intitule Causality and Complementarity. Il revient, Bohr, sur l'argumentation fondée sur la complémentarité en faveur de l'interprétation dite de Copenhague de la théorie quantique. Il le fait à partir de sa réponse à la critique soulevée par Einstein. À propos de la complétude, Bohr affirme qu'il est essentiel de noter que dans toute application bien définie de la mécanique quantique, il est nécessaire de spécifier la totalité de l'arrangement expérimental et que, en particulier, la possibilité de disposer des paramètres qui permettent de poser un problème relevant de la mécanique quantique ne fait que correspondre à notre liberté de construire et de faire fonctionner un certain dispositif expérimental. Ce qui se passe, c'est que, en fait, Bohr n'était pas satisfait du terme de complémentarité. Comme le note Catherine Chevalet dans son introduction au livre de Bohr, Physique atomique et connaissances humaines, voici ce qu'elle dit à propos de Bohr. L'usage du terme de complémentarité apparaît dans les textes de Bohr en 1927. En 1929, Bohr lui substitue celui de réciprocité, pour mieux mettre en évidence l'incompatibilité qui existe entre les termes dits complémentaires. Mais il revient à complémentarité en 1931, afin d'éviter toute confusion possible avec le sens technique de la loi de réciprocité. Il lui en restera une insatisfaction chronique et le sentiment que le terme de complémentarité ne dit pas ce qu'il veut dire, d'où ces multiples avertissements. Il faut donner à ce mot un sens entièrement nouveau. De fait, le terme de complémentarité ne désigne pas l'association de certains traits de la description des objets, mais au contraire leur exclusion mutuelle. C'est pourquoi, personnellement, je pense, et ceci nous ramène au titre de mon exposé, que le terme de dialecticité serait mieux adapté à ce qu'exprime la physique quantique que celui de complémentarité, que, dans son acception molle, on oppose à celui de contradiction. La dialecticité que Lucien Sève utilise dans Émergence, le terme de dialecticité que Lucien Sève utilise dans Émergence, complexité et dialectique, me semble en effet traduire mieux l'idée que souhaitait avancer Bohr à propos de la physique quantique. Là, je cite Lucien. Cette optique authentiquement matérialiste nous donne à voir comment on peut défalquer dans nos savoirs l'apport subjectif de dialectique pour cerner toujours davantage la dialecticité revenant en propre aux choses mêmes, c'est-à-dire en fin de compte l'éclatante spontanéité créatrice de la matière que tous les idéalismes rechignent à franchement admettre. Ainsi, la dialectique matérialiste est-elle aux antipodes de ce qui rattachait la dialectique hegelienne à la théologie. Quant à l'idée de dialecticité générale, que j'ai mis dans le titre de mon exposé, elle concerne, selon Lucien, un troisième élargissement du contenu et d'extrême importance, faisant passer de la dialecticité restreinte que recouvre en fait la dialectique apparemment universelle de Hegel à une dialecticité générale. Vous voyez l'analogie entre relativité restreinte et relativité générale. Effective, seule, vraiment pertinente pour offrir au savoir d'aujourd'hui la culture logico-philosophique dont elle a indubitablement besoin. Et c'est à l'aide d'une référence à un autre penseur francophone, Maurice Merleau-Ponty, dans Le visible et l'invisible, que je souhaite rattacher la dialecticité à la notion d'horizon. Voici ce que dit Merleau-Ponty. Ce que nous rejetons ou nions, ce n'est pas l'idée du dépassement qui rassemble, c'est l'idée qu'il aboutisse à un nouveau positif, à une nouvelle position. Dans la pensée et dans l'histoire, comme dans la vie, nous ne connaissons de dépassement que concret, partiel, encombré de survivance, grevé de déficit.
Il n'y a pas de dépassement à tous égards qui garde tout ce que les phases précédentes avaient acquis, y ajoute mécaniquement quelque chose de plus, et permettent de ranger les phases dialectiques dans un ordre hiérarchique du moins au plus réel, du moins au plus valable. Mais sur une partie définie du chemin, il peut y avoir des progrès. Il y a surtout des solutions exclues à la longue. En d'autres termes, ce que nous excluons de la dialectique, c'est l'idée du négatif pur. Ce que nous cherchons, c'est une définition dialectique de l'être qui ne peut être ni l'être pour soi, ni l'être en soi. Définition rapide, fragile, labile, et qui, comme Hegel l'a bien dit, nous reconduisent l'une à l'autre. Ni l'en soi pour soi qui met le comble à l'ambivalence. Une définition qui doit retrouver l'être avant le clivage réflexif autour de lui, et alors là, permettez-moi de souligner, à son horizon. Non pas hors de nous, non pas en nous, mais là où les deux mouvements se croisent, là où il y a quelque chose. Donc c'est l'horizon, c'est là où il y a quelque chose. Eh bien, dans le chapitre intitulé « La dialectique de l'horizon, le réel à l'horizon de la dialectique » que j'avais écrit dans « Sciences et dialectique de la nature », le livre coordonné par Lucien Sève est paru aux éditions La Dispute en 1999, j'avais émis l'hypothèse que les concepts de la physique théorique contemporaine peuvent être qualifiés de concepts horizontaux, ce qui signifiait qu'ils seraient relatifs non pas directement à la réalité, mais seulement à des horizons de réalité. Je m'étais attaché à démontrer que tous les concepts qu'utilise la physique théorique dans les domaines statistiques, quantiques et relativistes possèdent ce caractère horizontal. La mise en horizon de la réalité physique à l'aide de ces concepts permet de penser la réalité comme le lieu de toutes les lignes d'horizon que la connaissance sensible, empirique ou expérimentale dessine sur cette réalité. J'avais ensuite montré que le concept d'horizon de réalité se trouve au carrefour de multiples dialectiques, objectifs, subjectifs, actuels, virtuels, limites, ouverture, etc. Et que la dialectique essentielle des concepts horizontaux de la physique théorique est celle des rapports, de la symétrie et de la brisure de symétrie, que j'avais rapproché des rapports du non-antagonisme et de l'antagonisme, si cher à Lucien Sève. J'avais conclu en émettant l'hypothèse que c'est bien le réel qui est à l'horizon de la dialectique. Dans le chapitre intitulé « L'horizon de réalité, le lieu de la dialectique », qui est un des chapitres de dialectique aujourd'hui, j'avais repéré l'horizon que je qualifierais aujourd'hui d'horizon de dialecticité générale, que j'identifiais comme le lieu de la dialectique. C'est dans cette dialectique de l'objectif et du subjectif, de l'expérimental et du théorique, de l'inductif et du déductif, que se joue l'essentiel de l'avancée de la physique et, me semble-t-il, de toutes les sciences, qu'elles soient de la nature ou autres. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ce dont je fais état là, c'est en cours d'élaboration. D'une discussion que j'ai eue avec Lucien Sève et dans laquelle il m'a signalé le colloque d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là, nous avons décidé d'écrire ensemble un article que nous publierions en français et en anglais, parce que nous voudrions un petit peu crever le plafond de verre qui frappe la dialectique. Voilà ce que je voulais vous soumettre. Je vous remercie.